Lydie Lieffric, je suis cadre de santé du service addictologie du CHD Vendée, pour l'établissement départemental de Vendée. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez effectivement avoir. Donc effectivement, dans un premier temps, c'est un premier temps de présentation de notre établissement pour que vous sachiez à peu près à quelle hauteur on est en termes d'établissement. Donc on a Hop, ici, je vous ai mis quelques chiffres. Comme ça, vous les aurez. J'ai pas besoin de bien tous les préciser, mais globalement, on est quand même un établissement à peu près à 154 000 séjours MCO désormais. Là, ce sont les chiffres 2023, donc je les ajuste, enfin 2023-2024. Là, je les ajuste pour 2025. On est parti pour avoir à peu près 154 000 séjours MCO pour un nombre de personnels non médicaux de 4 712 personnes et 620 médecins. Ça vous donne un petit peu une idée avec un nombre de lits et places quand même important, 1688. Donc c'est un établissement qui se trouve sur trois sites, le site de La Roche-sur-Yon, le site de Luçon et le site de Montaigu. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. C'est l'établissement de recours sur le département. Donc effectivement avec une particularité celle d'avoir effectivement beaucoup de médecine spécialisée qui nous permet effectivement de venir supporter et apporter de l'aide auprès des établissements du département autres. Donc voilà. Notre service d'addictologie, pour que vous ayez aussi une idée, parce que c'est un service quand même qui est très développé au niveau du département. Il porte un service d'hospitalisation complète, niveau 2, sevrage complexe, simple et complexe. Donc actuellement, il est à 9 lits. D'ici début 2026, on sera à 12 lits parce qu'on est en cours de recrutement médical. Il est situé sur le site de Montaigu. On a un service d'hospitalisation 2 jours de sevrage, du coup niveau 2, 6 places, un programme de 6 semaines sur le site de Luçon. Un service d'hospitalisation, d'évaluation et d'orientation niveau 2, on a 2 places. Du coup, ça nous fait à peu près 45, enfin, 45 évaluations à l'année. En fait, 45 patients de prise en charge à l'année en HDJ d'éval et d'orientation. C'est situé sur le site de Luçon. On a un service d'éducation thérapeutique qui est validé par l'ARS. On a à peu près une vingtaine d'ateliers qui sont proposés. Et on a un service ELSA avec des consultations externes. On a un service ELSA par site. Donc le plus important est situé sur La Roche-sur-Yon. On a à peu près 2000 consultations de liaison par an et 2300 consultes externes par an, mais ça augmente aussi quand même en cours de route. Alors je suis désolée, j'ai fait plein de fautes sur cette diapo, je l'ai corrigée, mais c'est pas la bonne qui est passée. Je suis désolée. L'effectif total de la dictologie, pour vous donner aussi un regard par rapport à tous ces services, c'est 40 personnes de personnel non médicaux et dont 2,90 temps médical. Donc ce qui correspond quand même à un service d'addictologie assez important. Le projet lieu de santé sans tabac, dans tout ça, c'est un projet auquel on a répondu en 2020. Donc, on a fait une première session pour lequel, effectivement, nous avons eu l'opportunité de reprendre un nouveau projet, de réitérer l'appel à projet 2024-2027, puisqu'avec les conditions sanitaires, à l'époque, nous avons eu quand même pas mal de difficultés à développer l'ensemble des actions. Donc, nous avons été revalidés pour pouvoir affiner un peu plus et continuer à avancer sur nos actions. Donc, au niveau du plan d'action, de la même manière, nous sommes plutôt sur trois axes. Il y a vraiment plein de fautes sur celui-là, il faut vraiment que je retrouve l'autre. Bon, c'est pas grave. Vous allez faire avec mes fautes et je vous enverrai celui sans faute pour que vous puissiez le transmettre. Donc, trois axes de travail avec différents groupes que nous avons mis en place. L'axe patient, l'axe professionnel et l'axe des espaces fumeurs et politique établissement. Donc, on va se focaliser ici sur l'axe des prises en charge des patients, le service d'addictologie et référent et pilote de ce groupe de travail sur le projet institutionnel lieu de santé sans tabac. Donc,
de la même manière, c'est un projet qu'on a développé sur bien les trois sites du service, enfin de l'établissement. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir en tête les actions que nous avons menées de manière un peu générale et assez rapide, parce que je ne vais pas vous refaire toute la présentation de l'ensemble du projet depuis 2020. Mais dans les grandes lignes, nous avons mis en place un référent RPIB tabac dans chacun des services. Notre établissement comprend 80 services. Donc, nous avons lancé une campagne de formation RPIB tabac référent et nous avons formé 66 personnes entre 2022 et 2023. Donc, avec une bonne couverture de référents tabac à l'époque, en sachant que je vous ai mis ce chiffre-là, mais tous les ans, on réitère les formations RPIB tabac pour les services soit auxquels ils n'avaient pas encore de référent, soit pour les mobilités internes des services pour pouvoir remettre à jour les données. Nous avons mis en place un protocole prescription dans notre nouveau DPI parce que c'est tombé, là ça a été un véritable levier. Nous avons changé notre dossier patient informatisé au décours de ces différentes années. Nous avons le logiciel Easily qui a été développé, donc nous avons pu valider enfin la capacité des infirmières à prescrire dans dans l'établissement. Et donc nous avons mis en place des protocoles qui ont été validés institutionnellement. Euh, et du coup, nous avons pu avoir également une formation en e-learning créée par le service informatique pour que les personnes qui ne se souviennent plus comment prescrire puissent avoir une petite formation e-learning pour retrouver le protocole et savoir comment délivrer effectivement des traitements de substituts nicotiniques, en tout cas comment les prescrire dans le logiciel. Et puis, nous avons, au décours de la fin de la première partie du projet et avant la deuxième partie, le renouvellement de l'appel à projet, nous avons écrit une nouvelle page de notre approche parce qu'en fait, avec notre équipe, nous étions soumis à une grosse difficulté, c'est la problématique RH, c'est-à-dire que les formations RPIB tabac durent une journée, 7 heures. Et donc, les services ont beaucoup de difficultés à détacher des professionnels pour réaliser cette formation. C'était trop long. Du coup, nous avons proposé, avec les outils qui étaient proposés par l'ASRAE, de créer une formation flash, donc qui dure 45 minutes, pour permettre effectivement dans les services à avoir une formation rapide, pratico-pratique, ce qui était demandé initialement par les professionnels que nous avions questionnés à l'époque. Comme tous les porteurs projets lieux de santé sans tabac, nous devons mettre en place des indicateurs de suivi que nous relevons du coup tous les bilans sur les bilans annuels. Donc je vous les ai pas tous remis, j'ai mis juste voilà, le nombre des personnes formées, les feuilles de suivi d'émargement et d'évaluation, ça doit bien parler à l'ensemble des porteurs projets et des services et le nombre de formations réalisées par an. Mais au final, pas que. En tout cas, pour notre établissement, on a 80 services, donc on a 80 services à former, à suivre et à accompagner. Donc, nous avons mis en place une évaluation de pratique professionnelle pour la modalité de la formation flash. Alors, je vous ai fait un petit récap, j'ai préparé, je suis désolée, ce matin, le PowerPoint. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Alors, je vous ai mis selon le QQOC-QCP pour être voilà, assez exhaustif mais assez rapide en même temps. Donc, quoi? C'est le projet pour évaluer la formation flash. Cet outil, est-ce qu'il permet le changement de pratique des professionnels? Est-ce qu'il a besoin enfin, est-ce qu'on a besoin de le faire évoluer par rapport à ce qu'on a mis en place sur les premiers services où nous l'avons testé? Et les professionnels en sont-ils satisfaits? Et la deuxième partie de cette EPP, je la aborderai nettement moins, je vous la mets juste en ligne. C'est un projet d'évaluer l'impact de la campagne d'affichage dans un second temps. Donc en fait, hop, cette évaluation est destinée aux professionnels non médicaux ayant eu la formation Flash RPIB Tabac. Nous avons 4 services pilotes. En fait, j'avais fait un appel interne à l'établissement auprès des cadres pour savoir si des services étaient intéressés pour devenir pour venir service pilote et déployer le projet lieu de santé sans tabac, prise en charge des patients dans leurs unités. 4 services ont répondu, on en a choisi enfin, plusieurs services ont répondu, on en a choisi 4. Un sur le site de Luçon, un sur le site de Montaigu et 2 sur le site de La Roche. Voilà, et toujours pareil, le second temps, ce sera à destination des patients pour la partie affichage. Donc là, on est bien ciblé sur la première partie, celle que je vous présente, sur les professionnels de santé.
Donc porté par notre service, parce que nous sommes les formateurs de l'établissement au niveau des formations flash, parce que nous sommes également le service qui pilote le groupe de travail lieu de santé sans tabac, les services pilotes qui se sont portés volontaires pour La Roche-sur-Yon, c'est le service de pneumologie, de chirurgie spécialisée. Pour le service de Montaigu, pour le site de Montaigu, c'est un service de médecine polyvalente. Et pour le site de Luçon, c'est un service de SSR polyvalent. Les personnes qui ont porté cette action et cette enquête sont les référents RPIB de chacun de ces services et les cadres des unités, ainsi que les infirmières ELSA formatrices et la référente qualité du pôle. Donc, quand cette première partie de l'EPP, nous l'avons mis en place avec un rétro-planning, deux réunions, une en avril, une en mai, où on a rassemblé l'ensemble des acteurs que je vous ai cités préalablement, avec un objectif de lancement de l'enquête en juin pour les professionnels. Nous avions tablé 15 jours, et puis une communication des résultats aux cadres et aux référents pour diffusion dans les services en interne en septembre 2025. La seconde partie de l'enquête prévue sur la campagne d'affichage sera, elle, réalisée, donc on ne l'a pas encore faite, c'est fin septembre et la deuxième réunion en octobre, avec le lancement de l'enquête à l'occasion du mois sans tabac au mois de novembre. Donc, comment ce groupe de travail, ces deux temps de réunion pour créer une grille de questions pour l'enquête. Donc, en fait, ce sont les professionnels qui ont créé les questions de l'évaluation de pratique professionnelle auprès de leurs pairs, ce qui permet effectivement d'être nettement plus porteur puisque c'est eux qui ont eu la charge de diffusion de cette enquête auprès de auprès de leurs collègues et c'est eux qui les ont globalement fortement stimulés pour répondre à ces enquêtes. L'utilisation de l'informatique fournie par le service qualité dédié au service cible. Donc effectivement, notre collègue du service qualité a plein d'outils qui nous permet effectivement de pouvoir utiliser de manière informatique les questionnaires en ligne et que là, on n'est pas toute la charge de travail de dépouiller les enquêtes manuellement. Tout est fait en informatique, donc ça se fait vraiment automatiquement. Dans la communication de l'enquête, donc c'est les référents RPIB, les cadres des services. Donc on n'est que sur quatre services. Donc en l'occurrence, ça se passe plutôt assez rapidement. Et le bilan de l'enquête, il est créé par le service qualité, mais comme je vous dis, c'est un outil informatique, donc ça se fait automatiquement, ça nous sort les camemberts directement. Donc ça, c'est top. Et en parallèle, par contre, moi, j'ai mis en place un autre indicateur que j'ai créé avec le DIM pour avoir le suivi du nombre de traitements de substituts nicotiniques délivrés par mois, par corps de métier, par service. Donc, en tout cas, déployé ici sur les services pilotes dans un premier temps. Alors pourquoi cette enquête? Celui-là, il aurait été plus judicieux que je le mette d'emblée, comme ça vous auriez pu avoir l'info directement. Ces quatre services volontaires ont souhaité avoir un accompagnement. Et si cet accompagnement est satisfaisant, alors on va pouvoir le déployer sur 80 services. Il fallait que ça ait du sens pour nos équipes de continuer ces formations. En règle générale, les formations ou même tout ce qui est approche prévention n'est pas testé. Et donc, ça laisse loisir à l'ensemble de dire que ça n'a pas d'impact. Donc là, l'idée, c'était effectivement d'aller vérifier cet impact, de le valider officiellement au niveau de l'institution et de pouvoir le déployer avec du sens et de le tenir sur du temps long. Parce qu'actuellement, on est sur le projet lieu de santé sans tabac jusqu'en 2027. Mais une fois que ce sera terminé, on n'aura pas encore fini de déployer toutes les formations. Donc l'enjeu de cette enquête, c'est de démontrer que même si nous ne sommes plus dans l'appel à projet, il y a toujours un intérêt à le développer sur l'ensemble. Et puis nous avons un objectif, c'est de mettre en place des indicateurs institutionnels pour pouvoir suivre effectivement ce projet et que ça soit pérennisé dans le temps. Donc effectivement, le nombre de traitements de substituts nicotiniques prescrits par an, par service et par corps de métier, ce n'est pas un indicateur IPAX tant que ce n'est pas intégré aux critères de certification. Donc ça, c'est quelque chose où on est quand même quelques-uns à le réclamer. C'est vrai que ça nous aiderait fortement à déployer le projet dans nos institutions. Donc tant que ce n'est pas le cas, effectivement, moi, je vais pouvoir avoir
sur nos bilans d'activité l'ensemble des indicateurs, enfin l'ensemble en tout cas par service. À chaque service, je vais avoir le nombre de TSN prescrits, ce qui va me permettre avec mon équipe de transférer ces informations-là à tous nos référents. Donc ils trouvent aussi leur mission dans le temps pour diffuser auprès de leur service. Et moi, de la même manière, ça me permet d'avoir une petite image à savoir si effectivement dans ces services, il y a une baisse de prescription. Est-ce qu'il s'agit là d'un problème de formation, de référents qui sont partis, de projets à retravailler avec les équipes et avec les cadres? Donc ça va nous donner de bons indicateurs. Donc là, c'est assez petit. Je vais essayer de vous l'agrandir. C'est les résultats de l'enquête réalisée par les professionnels. Hop, voilà. Donc, vous voyez, là, avec vous bénéficiez de la formation Flash. Donc, on a une cohorte de 27 personnes qui a répondu à cette enquête. Donc, on est juste pour une petite particularité quand même. Finalement, 4 services ont débuté le projet. Seuls 3 services ont répondu à l'enquête au final, puisque le SSR de Luçon était dans une difficulté majeure de réorganisation interne, de fermeture ponctuelle, en lien avec des départs de médecins. Donc, ce qui fait qu'ils ont remis à plus tard leur impact et leur implication, en tout cas en termes de lieu de santé sans tabac. Mais ça va nous servir quand même sur l'un des freins qui est important à avoir. Donc, pour les 3 services, donc 27 réponses. Pour les personnes qui ont effectivement, vous voyez, bon, je ne vais pas toutes vous les définir, mais formation Flash RPIB Addicto, donc 17 en ont bénéficié et 9 non. Les échelles, donc de 1 à 4 ici, c'est le 4 étant la note la plus élevée pour l'évaluation de cette formation. Donc on est quand même sur une majorité plutôt qui a apprécié cette formation, qui leur paraît suffisant, avec un format 30 minutes et 15 minutes d'échange derrière qui leur paraît adapté. Ici, vous avez effectivement l'approche. Donc là, on était plutôt sur le repérage sur la partie avant. Et alors, attendez, non, c'est pas du tout ça, je vous dis des bêtises. Tac. Donc là, on a encore. Voilà, oui, c'est ça. Tac. Ok. Ici, vous avez le nombre de personnes qui ont eu la formation RPB, donc 4 services. Vous avez 4 personnes qui ont été formées, effectivement. Il n'y a que 3 formats, il n'y a que 3 services au final qui ont réellement répondu. Les 4 personnes, c'est qu'il y a un service qui est extrêmement important, donc il y a 2 référents dans ce service. Ils étaient très contents de la formation, le format et le contenu. Hop. Ici, on a l'approche repérage dans le RPIB tabac. Donc, dans le repérage, sur cette formation flash, on a ici effectivement si les patients, si les professionnels se sentent prêts à aborder systématiquement le tabac avec leurs patients. Donc, on voit effectivement ici systématiquement et plutôt oui, donc majoritairement oui, c'est quand même, ça révèle quand même une bonne imprégnation de la formation RPIB, en tout cas sous sa version repérage. Ils se sentent légitimes de manière plutôt majoritaire et, il propose quand même de manière assez majoritaire également des substituts nicotiniques. Donc là, on va passer effectivement dans la partie hop, intervention brève. Voilà. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a une grande partie qui sont en capacité de prescrire immédiatement. Donc là, on est dans l'intervention brève. Il y a une autre partie ici quand même assez importante sur demander au médecin. En fait, le service, en fonction des organisations des services, le service de pneumologie, en l'occurrence, a un médecin systématiquement dans l'unité qui fait les prescriptions. Donc dans l'organisation de ce service, on voit que les infirmières vont pas prendre le dessus sur une prescription qui est initialement très bien réalisé par le médecin avec une grande accessibilité aux équipes. Ça, ils vont pas le changer. Mais par contre, le repérage, lui, on voit qu'il est beaucoup plus important chez les infirmières et qui induisent un peu plus les prescriptions médicales et notamment des internes. Mais ça, on le verra un peu plus tard.
Lorsque l'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ne prescrivent pas, alors en pneumo, il y en a une comme elle ne prescrit pas, bon ben elle oublie la marche à suivre, puis elle a oublié aussi qu'il y avait une formation. Bon, on en a une à chaque fois qui a répondu non partout. Donc sur l'ensemble, c'est plutôt très très positif. L'adaptation des doses, on voit qu'il y a plutôt quelque chose d'assez positif parce que là, on est au-delà de l'intervention brève, on est sur le réajustement, mais il y a encore une petite partie, malgré tout, des professionnels où il faut qu'on réussisse à travailler en tout cas cette approche-là. Madame Liefring, il vous reste 4 petites minutes. Je me dois de faire le maître du temps. Je suis désolée. Vous avez dit que je parlais beaucoup. Donc voilà, en tout cas, on voit que globalement, c'est quelque chose de très positif au niveau de cette formation et qui vient valider effectivement l'enjeu de cela. Donc, vous voyez, à la fin, c'est pareil, on a un petit peu, je vous ai mis un peu toutes les réponses des professionnels pour que vous ayez un petit peu une idée. Dans les axes d'amélioration, il n'y en a qu'une qui voulait un temps de formation enfin, un peu trop court. En fait, elle souhaitait devenir référente tabac dans son unité, avoir la formation d'une journée complète. Et sinon, les autres, c'est que positif. Donc, c'est plutôt très chouette. Je vous ai mis les chiffres un peu du DIM, vous permettant d'évaluer un peu l'impact en fait de ces formations, hein. Donc, on voit bien ici que les infirmières, en 2023, il y avait la référente qui a été formée. Ici, on voit que les formations flash ont débuté. Et là, on est effectivement à hauteur on est sur les 6 premiers mois, hein. J'ai sorti les chiffres jusqu'à fin août, en fait, pour que nous puissions avoir un peu une idée. Donc pour la CHSP, on est à peu près à hauteur. L'année dernière, on était à 40 au mois d'août, donc on est à peu près à l'équivalent. Pour la médecine poly, donc là, on voit que les chiffres également ont vraiment bien augmenté, hein, entre ce que l'on peut voir ici en 2023 sur les débuts des référents, on voit très nettement la fois où l'infirmière a été formée. Et puis là, on commence à voir effectivement l'avancée avec les formations ici, plutôt fin d'année, sur les formations flash. Et donc là, on voit qu'il y a une imprégnation, en tout cas du RPIB de manière un peu plus importante. L'année dernière, on était à 91 à la même période. Donc là, on est passé à 134. Hop, pneumo, pareil. Là, on est sur un équivalent. En 2024, on était Toc, toc, toc. Sur un équivalent, qu'est-ce qu'on avait en 2024? 130 à peu près. Donc, on est à peu près pareil au niveau du service. Le SSR, je vous l'ai dit, c'est un service qui n'a pas pu suivre du tout. Donc là, on voit bien l'impact. Il y a toujours notre référente c'est le médecin. Il n'y a que le médecin qui prescrit. Et là, c'est uniquement la référente qui s'est repositionnée parce qu'ils sont en train d'essayer d'améliorer leur service a été sauvé. Ils ont retrouvé un médecin, donc c'est tant mieux. Sinon, j'allais vous donner quelques freins, en tout cas pour la conclusion. Les freins, c'est que lorsque le cadre de santé n'est pas disponible pour ce type de projet, le projet n'aboutit pas du tout. On voit bien, la collègue du SSR n'était pas dispo, c'était pas possible. Sur quelque chose de beaucoup plus global, donc on a refait le projet, mais sauf qu'entre-temps, notre directeur a changé et ainsi tous les porteurs projets. Donc les changements des acteurs clés du projet, ça donne une réorientation des fondamentaux du projet, donc c'est pas très simple à réorganiser. Au niveau des leviers, notre service d'addicto est bien identifié. Et en tout cas, c'est un projet qui est extrêmement fédérateur. Ça, c'est le retour de mes collègues cadres des services pilotes dans le cadre d'un management participatif. C'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient énormément à travailler. Voilà, j'arrête là. Merci à vous. Donc, moi, je suis Stéphanie Weber, je suis infirmière coordinatrice sur l'unité fonctionnelle d'addictologie du centre hospitalier de Pau, donc qui comprend une ELSA et une unité de soins complexes avec 13 lits. Non, moi je suis Lucille Morat, je suis chargée de mission en santé publique sur le centre hospitalier de Pau et j'accompagne notamment l'équipe d'addictologie sur le déploiement de la démarche lieu de santé sans tabac, hôpital sans tabac en l'occurrence, depuis 2022. Voilà. Super. Alors là, je ne sais pas Et du tout parce que à j'ai vous. pas l'accès à l'imprimante ici encore. Donc... Alors, Madame Marine de qui je coupe juste votre micro. Voilà, pour l'ensemble des participants, n'oubliez pas de couper votre micro, si ça nous permettra de mieux entendre nos intervenantes. Voilà. Merci du coup à vous deux pour votre présence. Et bien voilà, votre diapo est diffusée. Normalement, je pense que tout le monde le voit. Voilà, vous me dites et je passe les slides.
Ok, du coup, vous pouvez passer la première. Super. Donc, pour vous présenter un petit peu la genèse de notre projet, donc c'est initialement une démarche qui a été engagée par la direction de l'établissement, en tout cas l'ancienne direction, puisqu'on a changé de directeur au cours de l'année 2024. Donc, du coup, on a initié cette démarche en 2022 avec la création donc, d'un comité de pilotage qui se réunit 3 à 4 fois par an de manière générale. Le premier COPIL a eu lieu le 21 juillet avec 10 personnes, donc l'équipe ELSA dans sa globalité, avec l'ensemble des types des professionnels qui sont sur cette unité. 3 directeurs, donc les affaires générales, les instituts de formation et la direction des travaux dans un premier temps. Euh, un médecin DIM qui a été volontaire, puisqu'en fait, on a fait passer un appel à candidature auprès de l'ensemble des professionnels de l'établissement pour savoir qui voulait participer à ce comité de pilotage. Donc, le médecin DIM est un médecin volontaire pour s'engager dans cette démarche. Un cadre de la relation usagée qui, pareil, souhaitait s'y investir, tout comme l'ingénieur restauration, qui avait identifié aussi des problématiques de tabac sur leur secteur. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la première action de ce comité de pilotage a été de faire donc, l'autodiagnostic qui est proposé par le RESPAD, donc un niveau bronze qui a été atteint et qui a permis de montrer quel dispositif fonctionnait et ne fonctionnait pas. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient faites sur l'établissement, mais qui n'étaient pas suffisamment bien organisées ou mises en valeur. Donc, on s'est attelé à proposer un plan d'action qui euh, donc déjà répondait aux 8 normes qui sont du plan d'action et qui cherchait aussi à valoriser ce qui est mis en place, de manière à ce qu'on puisse, par notre action de valorisation, augmenter notre niveau. Donc là, vous avez le détail du nombre d'actions qui a été fait par engagement. Je n'ai pas mis les types d'actions, mais parce qu'on va vous en présenter deux un peu plus loin dans le diapo. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, l'action 1. Une des actions vraiment phares qu'on a mis en place dans un premier temps, donc qui a débuté sur l'année 2023 principalement, puisque l'autodiagnostic était fait en 2022. 2023, donc on a engagé la démarche espace fumeur, où notre volonté c'était de rendre la consommation de tabac sur l'établissement réglementée pour pas qu'on ait de zones sauvages et que en fait les patients ou professionnels qui sont non fumeurs passent dans un nuage de fumée à chaque fois qu'ils rentrent dans l'établissement. Donc on a eu cette volonté de contrôler un peu l'usage du tabac sans forcément l'interdire. Donc on a d'abord d'un premier temps identifié les zones qui étaient dédiées à la consommation de tabac à l'heure actuelle, pour ensuite, avec le comité de pilotage, en cibler 13, du coup 14 maintenant, puisqu'on a une autre qui s'est rajoutée entre-temps, donc, qui a été validée par le comité de pilotage, dont la direction des travaux s'est positionnée, puisqu'il a quand même fallu des travaux pour mettre en place ces zones. Donc, la direction des travaux qui a fait l'estimation budgétaire et les équipements. Ensuite, au moment où on a mis en place ces zones fumeurs, il y a également le retrait de tous les cendriers de tout l'établissement hors zone identifiées qui ont été retirées pour encourager les professionnels et les usagers à se rendre vers ces zones fumeurs et donc ne pas encourager à la consommation sauvage, on va dire ça entre guillemets. Euh, Donc, c'est une démarche qui a duré 1 an et qui continue d'évoluer puisqu'on a de nouveaux bâtiments qui sortent des murs au fur et à mesure et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des problématiques qui sont ressorties avec l'utilisation de ces zones fumeurs qu'on n'avait pas du tout anticipées. Donc, il a fallu déplacer des zones qu'on avait ciblées, mais de quelques mètres parce qu'il y avait une bouche qui ne convenait pas ou une fenêtre qui n'allait pas. Enfin, il a fallu un petit peu composer. Donc, c'est en constante évolution, c'est en constant réaménagement. Donc là, on a un bâtiment B2ME qu'on appelle bâtiment médical mère-enfant, B2ME, qui est en train de sortir. Et donc là, on va travailler sur le mois de novembre sur l'installation des nouvelles zones avant que le bâtiment ouvre au public. C'est un peu l'idée. Voilà. Mais on a quand même 2 problématiques majeures qui sont donc les escaliers de service qui sont accessibles à nos professionnels. Il y a un plan de sécurisation de l'établissement qui est en cours, mais qui voilà, avec tout ce qui se passe sur notre établissement qui est en construction, prend un petit peu plus de temps. Donc, une fois que ce sera fini, les accès ne seront plus, de services ne seront plus accessibles. Donc, ça résoudra partiellement le problème. Et les zones qui sont non abritées, puisqu'on a quelques zones qui ne sont pas couvertes.
Et donc, du coup, ben, ça conduit les usagers et les professionnels à fumer à des endroits qui ne sont pas identifiés et souvent, ce sont devant des entrées. Donc, voilà. Donc, la deuxième slide, donc ça, c'est les notes d'information qu'on a fait passer en interne à nos professionnels, nos salariés, euh, tout service confondu. Donc, une note d'information avec à quoi ressemble une zone fumeur. Et en slide suivante, vous avez le plan des zones qui a également été fourni à l'ensemble des salariés. Comme ça permettait à tout le monde d'avoir une idée de où ils pouvaient se rendre pour consommer la consommation de tabac. Voilà, donc ça, c'est ce qui a été fait en interne et qui est en vigueur depuis le 4 mars 2024. Euh, donc, globalement, sur cette action-là, ça a été plutôt suivi. On a eu un bon taux pardon, la réaction des professionnels a été plutôt bonne parce que, suite au petit questionnaire qu'on a fait passer sur l'été 2023 auprès de nos salariés sur la gêne occasionnée par le tabac, grand nombre nous ont dit qu'un contrôle et une gestion de la consommation de tabac sur l'établissement était nécessaire parce que grand nombre étaient gênés. Donc au final, les zones fumeurs ont plutôt été bien perçues et bien acceptées. Après, il y a toujours des réfractaires, mais ça, on ne peut pas aller à l'encontre, c'est comme ça. Donc les nouveaux bâtiments qui ont vu le jour, dont notamment les urgences qui ont vu le jour cette année, ont été anticipés avec l'identification de 2 zones, dont une d'ailleurs qui va être bientôt déplacée et officialisée avec l'abrébus, qui a été validée au niveau des travaux, donc on va pouvoir identifier. Ça, c'est les dates d'hier, pour ça. Et ensuite, on fait des campagnes régulières auprès de nos professionnels, puisqu'on a du turnover sur les équipes, avec des messages à faire passer pour que ces zones soient respectées. Ensuite, on a donc les issues de secours qui restent toujours un problème. L'affichage pour les usagers aussi qui est aussi un souci parce qu'on a mis des plaques comme quoi l'établissement était un lieu de santé sans tabac à toutes les entrées. Mais en fait, on n'a pas mis de plan d'établissement avec les zones fumeurs pour que les usagers puissent se rendre sur la zone la plus proche de là où ils sont. Donc ça, c'est une des actions qu'il va falloir qu'on discute en comité de pilotage sur la manière de communiquer auprès des usagers sur les zones fumeurs de proximité. Et le règlement intérieur qui, pour l'instant, est en cours de mise à jour, puisqu'il date de 2013 et ne fait pas du tout mention de la question du tabac. Donc là, il a été retravaillé, il doit être revalidé parce que c'est quand même un gros chantier à mettre en œuvre sur un établissement. Donc là, cette notion de tabac apparaîtra dans le futur règlement intérieur. Et pour l'instant, il n'est absolument pas question de sanction. Et je pense qu'il ne sera jamais question de sanction. On fait un peu appel à la civilité de tout le monde, on va dire. Ça marche pour l'instant. Petite slide suivante, pardon. Petite notion sur la vape, puisqu'on a quand même quelque chose qui ont été faites là-dessus. Les zones fumeurs actuelles ne sont absolument... La vape n'est pas concernée, c'est-à-dire que les usagers sont autorisés à vaper n'importe où en extérieur, interdit en intérieur bien évidemment. Donc ça, voilà. Et certains services ont été un peu précurseurs, dont notamment l'addictologie, qui a autorisé la consommation de vape dans les chambres simples ou doubles, sous réserve de l'accord j'allais dire, oui, du colocataire. Autorisation de consommation de la vape entre 22h et 6h pour éviter d'avoir surtout des incendies dans les couloirs, parce que ça a été une grosse problématique qui s'est déjà produite. Donc c'était notamment pour réduire ça. Voilà, donc une procédure de généralisation de cette autorisation de vape qui va être mise en œuvre dans l'ensemble des services de l'établissement. Donc ça, c'est en cours. Je travaille dessus. Voilà. Et c'est tout. Je passe. Merci. À toi. Donc, la deuxième action qu'on voulait vous présenter, c'est la sensibilisation à la prescription des traitements de substitution nicotinique destination des professionnels soignants de l'établissement. Donc depuis quasiment un an, dans le cadre donc de la mise en place de la démarche Hôpital sans tabac, on a débuté donc une sensibilisation des professionnels donc à la démarche. Donc au préalable, donc il y a eu d'abord une présentation en réunion d'encadrement afin que tous les cadres soient sensibilisés
à cette démarche. Après, donc, j'ai organisé des rendez-vous, enfin, oui, des rendez-vous, avec des temps, en tout cas, avec les cadres, pour planifier donc, ces temps de sensibilisation. Donc, nous, ici, on a 3 sites sur l'hôpital de Pau. Il y a 3 sites de soins. Il y a l'hôpital François Mitterrand qui est grosse partie. Après, il y a 2 annexes. Haute-Rive, donc c'est du SSR, des soins palliatifs et il y a la dicto aussi, malgré tout. Et de la rééducation fonctionnelle. Et après, on a un autre bâtiment, c'est de la gériatrie. Et après, il y a aussi le centre de formation en soins infirmiers. Donc, voilà, il fallait commencer par un secteur. Donc, on a commencé par les annexes, donc, notamment donc, Haute-Rive, où se trouve la dictologie, pour se faire aussi un petit peu la main. Donc, on avait fait, donc il y a le déroulé de la sensibilisation qui est 2 slides plus loin. En fait, on a monté donc une sensibilisation sur un format d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, selon les services. En fait, on s'adapte bien sûr aux équipes. On intervient souvent, c'est sur des temps de chevauchement. Alors, à nous aussi de nous adapter parce qu'il y a des équipes en 12 heures, en 7h30. Donc, voilà, ça peut être au temps des transmissions ou des temps de pause des équipes. Globalement, on a été vraiment bien accueillis. Alors parfois, c'est pas le bon moment, eh bien, on annule, on reporte. Et donc là, ce jour, on a réalisé 26 interventions auprès de 280 professionnels et des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers. Donc là, on va poursuivre cette programmation. Donc là, de sensibilisation, on a formé en fait les 2 annexes. Donc là, on a commencé déjà sur l'hôpital général et donc on va poursuivre par. En fait, on a des zones. Donc là, on est en cours de poursuite de cette sensibilisation. Les objectifs de la sensibilisation, donc c'est nous on a défini en équipe qu'est-ce qu'on y voyait dans ce temps de sensibilisation. Déjà optimiser la prise en soin des patients parce que donc je fais partie d'une ELSA, on est appelé tous les jours dans les services et souvent pour des patients qui sont fumeurs, qui ne sont pas patchés, qui sont pas forcément dans la chambre quand il y a des soins à faire ou qui sont irritables parce qu'ils doivent rester au lit, ils sont alités, ils ne peuvent pas fumer. Donc, nous, on s'est dit que voilà, cette sensibilisation allait pouvoir permettre d'optimiser la prise en soin des patients et aussi améliorer la qualité de récupération des patients, notamment en chirurgie, mais pas seulement, en oncologie aussi. Enfin, voilà. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est autonomiser les professionnels à la prescription nicotinique. C'est vrai que l'ELSA donc, vient tous les jours sur demande des professionnels, mais les professionnels, avec la sensibilisation, peuvent tout à fait prescrire, surtout que les droits ont été ouverts. C'était quand? L'an dernier. Donc, toutes les infirmières ont accès à la prescription sur notre logiciel qui s'appelle Crossway. Donc, c'était important aussi de leur apporter ces informations-là. Ça responsabilise aussi les professionnels à titre personnel parce que voilà, c'est une information c'est une sensibilisation qui est assez générale aussi sur le tabac, mais du coup, ça soulève des questions sur la propre consommation des professionnels, notamment sur le lieu de travail. On s'est aperçu aussi donc avec l'étude qu'il y avait eu que la perception de la qualité des soins était par le patient, donc s'en ressentait aussi entre un soignant qui fume et un soignant qui ne fume pas. Donc voilà, ça améliore la qualité des soins et aussi la qualité de vie au travail des professionnels et de leurs collègues également. Voilà. On peut passer le modèle de ce que vous avez dénoncé. Ah oui, parce que dans le déroulé, voilà, j'ai pas tout dit. Donc voilà, donc c'est sur des formats demi-heure, 45, 1 heure. Hein. Donc on présente la démarche hôpital sans tabac, donc il reprend ce que vous a présenté Lucille tout à l'heure. Les modalités de prise en soin des patients. Donc on va leur expliquer, voilà, entre les équivalences. Enfin, déjà, quelles questions poser aux patients,
comment évaluer donc sa consommation de tabac, comment après proposer donc la substitution. Et du coup, on a créé un petit support que vous avez dans la slide suivante, que les professionnels récupèrent, qu'on donne aux professionnels à l'issue de la sensibilisation, qui peuvent avoir un format de poche, donc avec vraiment le résumé de comment prendre en charge un patient qui fume, donc avec les équivalences, nombre de cigarettes, le taux de nicotine et les cigarettes industrielles roulées, cigares, joints, tout ça, et les équivalences en nicotine et les patchs, les modalités de substitution avec ce qui est proposé à la pharmacie de l'hôpital. Il y a également nos coordonnées dessus et voilà, des petits conseils en disant que voilà, il n'y a pas de mauvaises prescriptions, mais au contraire, c'est de motiver les professionnels à participer à cette démarche et que l'ELSA est en soutien. Et c'est ce qui se passe maintenant. On voit, on se posait la question avant, voilà, quand on vous entendait tout à l'heure dire voilà, les taux de prescription par catégorie professionnelle. C'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas regardé, mais on a des appels, en tout cas, notamment des soins intensifs cardio qui ont été formés il y a déjà quelques temps, qui nous appellent en nous disant, voilà, j'ai telle situation, le patient fume un paquet de cigarettes industrielles, je lui ai mis un patch à 21, c'est plus pour les rassurer. Ils arrivent à se lancer, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc là, nous, on est là pour les encourager et on est là aussi, si besoin, pour réadapter les traitements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est là aussi pour les professionnels. Donc souvent, ça déclenche des conversations, des échanges entre collègues. Plutôt, c'est toujours bienveillant pour la sensibilisation. Et on s'aperçoit qu'on a des professionnels qui viennent nous voir après en consultation sur l'ELSA. Ce qu'on propose à la fin de chaque sensibilisation, on leur laisse une porte ouverte. En tout cas, s'ils souhaitent venir, on est là. Voilà. Donc sur la slide suivante, on vous a présenté quelques autres actions et des perspectives qu'on envisage à l'avenir, enfin l'avenir proche du coup. Donc sur les autres actions, donc on a notamment l'inscription de la démarche Hôpital Saint-Tabac dans le livret d'accueil et la présentation sur les journées d'accueil des nouveaux arrivants. Également sur les journées d'arrivée, des journées d'arrivée des IPSI et FAS, où cette démarche est également présentée. On a en 2023, donc il y a une formation RPIB un jour qui a été créée avec le service formation, qui est accessible à tous les professionnels pour se former, notamment au RPIB et à la prescription des TSN. Sachant qu'il y en a une de 2 jours, enfin, j'ai mis 4 jours, mais je crois qu'elle a été réduite à 2 jours entre-temps, 4 jours qui étaient également disponibles depuis déjà plusieurs années. Donc c'est une formation par contre qui ne rencontre pas le succès escompté parce que je pense pour ma part qu'il n'est pas présenté lors des évaluations annuelles. Et donc, du coup, elle n'est pas, Et avec pas demandée. des difficultés aussi de libérer des agents pour ces temps de formation. Notamment aujourd'hui, on était censé avoir une formation RPIB qu'on a dû annuler parce qu'il n'y avait pas assez d'agents inscrits. Donc là, on va peut-être voir pour mutualiser avec un autre centre hospitalier, voire peut-être pour maintenir quand même la formation, mais sous un autre format. Donc, on s'adapte. Voilà. Ensuite, donc, les plaques lieu de santé Saint-Tabac qui ont été mis aux entrées, mais qui vont donc évoluer avec, j'espère, en tout cas, à valider le plan des zones fumeurs de proximité sur chaque entrée. Et également la formation des sages-femmes, puisqu'en fait, l'ELSA a la chance d'avoir une sage-femme addicto. Donc, cette sage-femme est à la fois sur le pôle femme-mère-enfant et sur le pôle le service addicto. Du coup, elle a eu la possibilité de former l'ensemble des sages-femmes à la prescription, au RPIB et à la prescription. Donc ça, c'est une grande force qu'on a. Sur les perspectives, donc bien sûr, là, c'est pas exhaustif. Sur les actions menées, on en a beaucoup d'autres, mais j'ai pas tout mis. Donc si vous voulez d'autres informations sur les actions, on sera ravis de répondre aux questions. Sur les perspectives, donc on a la création des zones fumeurs sur notre nouveau bâtiment des urgences qui va se finaliser et le repérage des zones sur notre B2ME, donc le bâtiment médico mère-enfant qui va ouvrir en novembre. On va faire, de toute façon, il va falloir qu'on fasse un rappel sur les règles en vigueur en interne et en externe pour resensibiliser aussi l'usager lors de sa venue.
On avait évoqué en comité de pilotage, je ne l'ai pas ajouté là-dessus, de refaire le petit quiz qu'on avait fait en juillet 2023 sur la gêne occasionnée par le tabac auprès de nos professionnels. Il faudrait il faut qu'on le valide et qu'on le refasse pour voir un petit peu ce qui a évolué et pour nous aussi faire évoluer notre plan d'action. Et renouveler l'audit du RESPAD, puisqu'il a été fait en juillet 2022. Depuis, on a quand même fait pas mal de choses et beaucoup de choses ont évolué. Donc, il faut qu'on refasse l'audit si je l'ai écrit, pour qu'on fasse l'audit pour voir à quel niveau on en est et sur quoi on doit encore travailler. Beaucoup de choses, je pense. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on